Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, merci à vous d'être venus ce soir. Merci à vous, M. Millard. Merci à vous, M. Sapir, de nous avoir rejoints ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, qui viennent pour la première fois, c'est l'association critique de la raison européenne qui a organisé cet événement, donc, qui est une association qui a été créée il y a maintenant 2 ans à Sciences Po par des étudiants qui voulaient un peu diversifier le débat sur les questions européennes. On jugeait que le débat à Sciences Po n'était pas assez critique, justement vis-à-vis de ces questions. On a fait depuis une dizaine d'émules dans diverses facultés en France. Et donc pour diversifier ce débat, nous avons eu la chance de recevoir des invités prestigieux, comme M. Sapir déjà, qui vient pour la 2e fois, puisque c'est vous qui aviez animé notre première conférence. On a reçu l'an dernier Jean-Pierre Chevènement, Henri Guénaud, Pierre Manant, Coralie Delhomme, et nous comptons recevoir pour la mi-octobre, donc pour connaître la date exacte, vous devriez nous suivre sur Facebook, mais pour la mi-octobre, on compte recevoir Marie-France Garot. Mais pour cela... Bonjour. Ça me ravit de vous recevoir ce soir. Mais pour cela, il faudrait que vous votiez pour nous. Donc voilà, c'était le message que je devais vous adresser. Puisque demain, à partir de 10h, il faut bien, tout le monde fait de la politique. Donc parce que demain, à partir de 10h, on a, comme vous savez, la procédure de reconnaissance des associations. Et si nous ne sommes pas élus, malheureusement, Sciences Po refusera de nous donner une place de Marie-France Garot. Pas de repos, pas de Garot, enfin bref. Donc vous invitons à voter pour nous demain. C'était un peu lourd. Donc sur ces belles paroles, je vais laisser Pierre présenter nos 2 invités. Merci à vous. On a aussi Emmanuel Todd pour le mois de novembre. Que de stars. Bonsoir, donc moi c'est Pierre Jova. J'étais étudiant à Sciences Po jusqu'en juin dernier en master affaires publiques. Et je suis maintenant journaliste, comme quoi le master politique publique maintenant, qu'il faut le dire, mène à tout à condition d'en sortir. Et donc je collabore notamment à Causeur. Donc monsieur le député Jacques Miard, vous êtes diplômé de l'Institut des études politiques de Lyon, Sciences Po Lyon, et également de l'Institut des hautes études internationales de Genève. Vous avez commencé une carrière diplomatique, d'abord à l'ambassade française à Lagos. Non, à Alger d'abord. À Alger d'abord pour le service national, effectivement, puis ensuite à Lagos. Ensuite, auprès du gouvernement militaire français de Berlin, puis ensuite vous avez rejoint le ministère des Affaires étrangères, et enfin le ministère de la Coopération. Vous avez été conseiller technique auprès du ministre Michel Aurillac. Vous êtes maire de Maisons-Laffitte dans les Yvelines depuis 1989, et député des Yvelines, RPR puis UMP puis Les Républicains, depuis 1993. Vous avez milité ardemment pour le non au traité sur la Constitution européenne en 2005. Vous êtes un des 2 seuls députés UMP qui n'a pas voté en faveur du traité de Lisbonne en 2007. Et vous êtes parmi les députés UMP qui avaient également voté non pour le pacte budgétaire européen à l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes un ardent souverainiste, vous prenez beaucoup de positions sur les questions internationales, notamment sur ce qui se passe au Proche-Orient, tant et si bien que Libération vous appelle, je cite, un gueulard pro-Bachar. Et donc, nous parlerons de tous ces sujets avec vous, nous sommes heureux de vous recevoir. Monsieur Sapir, vous, le blog France TV Info vous qualifie, je cite, d'économiste anti-euro à gauche de la gauche. Vous êtes diplômé d'ici, de Sciences Po Paris. Vous avez soutenu en 1980 une thèse de doctorat à l'EHSS, puis une thèse d'État sur l'économie de l'URSS. Vous avez enseigné l'économie à l'Université Paris X. Vous avez ensuite été professeur à l'EHSS, puis vous êtes devenu directeur d'études. Vous avez enseigné au Haut Collège d'économie de Moscou. Vous écrivez dans de nombreuses revues. Vous êtes un économiste qualifié par la presse mainstream d'hétérodoxe. Vous avez soutenu en 2008 le Front de gauche et vous avez appelé récemment un front de libération nationale contre l'euro. Voilà, et vous aussi, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Et donc, oui, transition. On vous laisse la parole. On vous laisse la parole voilà, sur vos sujets de prédilection. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, je suis effectivement très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, en compagnie de Jacques Miard et en compagnie des animateurs de critique de la raison européenne de Sciences Po, dont effectivement j'ai fait la première conférence il y a de cela quelques temps. Alors, le thème, c'est les problèmes de la politique étrangère européenne, que ce soit en Europe ou que ce soit hors d'Europe, en particulier au Moyen-Orient. Je laisserai évidemment ce sujet à Jacques Miard, qui en connaît de toutes les manières nettement plus que moi sur cette question. Et je voudrais revenir aujourd'hui sur les impasses de cette politique européenne des affaires étrangères. Alors, oui, bien sûr, depuis le traité de Lisbonne, et même avant, il y a une formalisation de la politique étrangère au niveau de l'Union européenne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que des États dont les intérêts sont légitimement différents et parfois légitimement divergents, la Pologne n'a pas les mêmes problèmes que la France ou que l'Italie ou encore que la Grèce, ce qui est une évidence, devraient se mettre d'accord sur une politique étrangère commune. Ce qui pose évidemment la question de savoir est-ce que cette politique étrangère commune se résout à n'être que le plus petit dénominateur commun, ce qu'elle a été parfois, ou bien, au nom de la solidarité européenne, est-ce que quelques pays peuvent, d'une certaine manière, accaparer cette politique étrangère et conduire ou faire conduire aux institutions européennes une politique qui s'avérerait contradictoire aux intérêts nationaux de certains des États membres. Et c'est, à peu de choses près, le problème que nous avons aujourd'hui en Europe, à la fois sur la question ukrainienne et plus globalement autour du dossier de la Russie. Vous savez que l'on dit très souvent qu'une politique étrangère est tout entière contenue dans la géographie d'un pays. On devrait ajouter qu'elle est aussi largement contenue dans l'histoire de ce pays. Et l'on comprend, de ce point de vue-là, que ce soit les pays baltes, la Suède, ou encore la Pologne, puissent avoir légitimement une vision divergente de ce que devrait être la politique européenne par rapport à un pays comme l'Allemagne, et encore bien plus évidemment par rapport à un pays comme la France, voire l'Italie, voire la Grèce. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que dans une large mesure, et justement au nom d'un concept, à mon avis très étroit, de la solidarité européenne, on a laissé à certains pays le fait de décider de principes de la politique, en particulier par rapport à la Russie. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation en Europe qui est une situation qui est tendue et qui est d'une certaine manière pire que la situation des dernières années de la guerre froide. Pourquoi? Parce qu'on savait bien, si vous voulez, de 86 à 90, on savait bien que l'on était dans la phase finale, dans la phase de démantèlement de la guerre froide, et d'une certaine manière, on était en train de gérer, entre différents pays, l'Union soviétique qui existait à l'époque, les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, on se posait la question de la gestion du démantèlement progressif de cette guerre froide et du démantèlement progressif d'un certain nombre des institutions qui sont attachées à la guerre froide, même si elles sont venues ultérieurement par rapport à la guerre froide, par exemple le mur de Berlin, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, que l'on est dans une politique de confrontation avec la Russie, que cette politique de confrontation est largement voulue par les États-Unis et qu'elle est d'une certaine manière reprise à son compte par l'Union européenne contre les intérêts
de toute une série de pays. Et je ne reviens pas sur le problème des sanctions économiques, dont il est maintenant tout à fait évident que ces sanctions ont fait bien plus de mal à l'économie européenne qu'elles n'ont atteint l'économie de la Russie. Par ailleurs, la Russie, évidemment, en a profité pour prendre ce qu'elle appelle des contre-sanctions, et ces contre-sanctions, qui sont d'ailleurs très largement dictées par des objectifs protectionnistes de l'économie russe, il ne faut pas s'en cacher. Et d'ailleurs, les Russes ne s'en cachent pas. Ils disent que s'ils ont décidé de mettre des interdictions sur toute une série de produits agricoles européens, c'est essentiellement pour favoriser le développement non seulement d'une agriculture importante en Russie, mais aussi d'une industrie agroalimentaire en Russie. Mais le problème, c'est que ces contre-sanctions ont été redoutablement efficaces. Une grande partie de la crise agricole que nous connaissons aujourd'hui est directement ou indirectement causée par ces contre-sanctions. Alors, directement, évidemment, quand nous ne pouvons plus exporter vers la Russie, c'est très simple, mais indirectement aussi, car toute une série de pays, en particulier la Pologne, mais aussi la Roumanie, se voient interdire le marché russe, et à ce moment-là, cherchent à écouler une partie de leur production sur le marché de l'Union européenne, ce qui provoque un effet de concurrence extrêmement important et ce qui provoque évidemment une baisse des prix de toute une série de matières premières agricoles ou même de produits semi-finis agricoles. La question cependant de la politique étrangère de l'Union européenne va nettement plus loin que la question des sanctions et des contre-sanctions. C'est globalement la question de savoir, devons-nous rentrer dans cette logique de confrontation avec la Russie, ou devrions-nous au contraire faire la part des choses? Et je ne dis pas que les Russes soient blancs comme des agneaux qui viennent de naître, je les connais trop pour savoir que ce n'est pas le cas, mais on n'a pas voulu écouter d'une certaine manière, le point de vue russe. En Russie, on qualifie les événements de l'Ukraine de coup d'État. Alors bien sûr, on voit très bien l'intérêt de la propagande de l'État russe de tenir ce discours, mais nous avons quand même des faits objectifs, en particulier sur les incidents qui ont eu lieu sur la place Maïdan, qui aujourd'hui nous permettent de voir que les choses étaient beaucoup moins simples que l'histoire qui nous a été racontée. Le storytelling qui a été le fait de la presse occidentale, et en particulier de la presse française, c'est grosso modo, il y a un affreux oligarque qui s'appelle M. Yanukovych. Cet affreux oligarque est soutenu fermement par les Russes, et contre cet affreux oligarque, il y a un soulèvement du peuple ukrainien. Bien. Cet affreux oligarque fait tirer sur la foule, et de là, évidemment, il y a tout le soulèvement. Sauf que la Russie n'a jamais soutenu M. Yanukovych, et M. Yanukovych a cherché à se vendre, et à vendre son pays, alternativement à l'Union européenne et à la Russie. Des diplomates russes, dont certains ont été mes étudiants dans les années 90, m'ont raconté comment, quand il y a eu la négociation à Moscou sur un accord possible entre l'Ukraine et la Russie, M. Yanukovych dit, voilà, mais j'aurais besoin, enfin, dans cet accord, il faudrait prévoir une subvention de la Russie à l'Ukraine de 25 milliards de dollars. J'ai fait les calculs, je disais, attendez, vous aviez demandé, grosso modo, 17 milliards par rapport aux Européens. C'est quoi la différence? Et Yanukovych dit, mais c'est ma différence. Donc, si vous voulez, il a dit, d'une certaine manière, que l'accord ne serait signé que si
on a accepté de lui donner de l'argent intuitu personnel. Bon. Je ne vous cache pas que ceci a profondément choqué les négociateurs russes. Mais comme on est en présence de gens qui font de la politique, qui sont allés voir Vladimir Poutine, et ils ont dit, bon, est-ce qu'on accepte le prix? Est-ce que ça vaut la peine? Et Vladimir Poutine, qui avait dans l'idée et la constitution de cette union euro-asiatique, a dit, il vaudrait mieux qu'on ait l'Ukraine avec nous, donc oui, ça vaut. Mais pour vous dire, les Russes savaient parfaitement à quoi s'en tenir à propos de M. Yanukovych. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle M. Yanukovych, qui s'est enfui en Russie, et il pouvait penser, à juste titre, que sa vie était menacée, n'a plus aujourd'hui la moindre activité politique. Remarquez que jamais les Russes ne l'ont considéré comme un dirigeant en exil. Bon, il est en Russie. La Russie ne va pas l'extrader, c'est clair, mais elle le considère comme une personne qui n'a plus de responsabilité politique. Après, vous avez une question de droit qui est posée. Quoi que l'on puisse penser des partisans du mouvement de Maïdan, et dans lequel il y avait des gens qui sont, me semble-t-il, extrêmement honnêtes, qui étaient effectivement scandalisés par l'état de corruption et l'état de non-droit de l'Ukraine, comme il y avait aussi des gens que l'on peut qualifier de proto-fascistes, voire même directement de fascistes. La question, c'est que ce mouvement a bien provoqué une révolution, et une révolution au sens de l'interruption des droits constitutionnels en Ukraine. Et donc, ce qui aurait été logique, c'est que l'on réunisse une constituante en Ukraine. Et une constituante pour pouvoir renégocier justement la question des droits culturels, linguistiques, voire religieux, des populations de l'Est de l'Ukraine, dont tout le monde sait qu'il s'agit en réalité de populations russes. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, en tant que pays, aujourd'hui, est la descendante technique de l'Ukraine République fédérée de l'Union soviétique. Et cette Ukraine République fédérée a été constituée, quand a été constituée l'Union soviétique, donc au début des années 20, en donnant des provinces, ce qu'on appelait à l'époque des gouvernorats de Russie, à l'Ukraine. Donc, d'emblée, il y a une hétérogénéité radicale en Ukraine, puisque l'Ukraine de 1922, c'était Kiev, la région de Kiev, bon, qui sont des régions, elles, tout à fait ukrainiennes, mais aussi les régions de l'Est de l'Ukraine. Et pourquoi ont-elles été attribuées par le gouvernement bolchevique à l'Ukraine, République fédérée de l'Union soviétique? Ben, tout simplement pour que cette République fédérée ait le poids politique et le poids démographique suffisant afin de faire contrepoids au poids de la Russie. Car il ne faut jamais oublier que le problème essentiel qui s'est posé quand a été conçue l'Union soviétique, c'était du point de vue des dirigeants bolcheviques de trouver des contrepoids au poids de la Russie qu'ils considéraient, eux, comme excessifs et comme risquant de provoquer à terme une explosion de cette fédération qui s'appelait l'Union soviétique. Après, les Ukrainiens disent ces terres sont ukrainiennes. Alors, oui, bien sûr, on peut considérer qu'elles sont ukrainiennes si on considère que l'Ukraine est simplement la traduction, si vous voulez, de cette histoire administrative, mais il faut à ce moment-là reconnaître que pour qu'elle soit considérée de manière légitime par la population comme ukrainienne, il faut qu'il y ait un accord des populations concernées. Et c'est là qu'en ne respectant pas ce principe de droit constitutionnel, ce principe de droit général,
les dirigeants de Kiev ont provoqué, de fait, la guerre civile. Ce qui pose un problème à ce moment-là quant à l'attitude européenne. Que l'Union européenne dise l'Ukraine a le droit de choisir son gouvernement. Ça ne me choque absolument pas. Et c'est normal. Mais ce que l'Union européenne, et ce que les pays de l'Union européenne auraient dû dire maintenant, c'est que pour que l'Ukraine ait ce droit, elle doit aussi respecter le droit par rapport à ses populations. Et les pays comme la France, comme l'Allemagne, les pays qui comptent en Europe, auraient dû, à ce moment-là, dire aux dirigeants de Kiev, nous ne vous reconnaîtrons que si vous ouvrez des négociations avec l'ensemble de votre population. Or, et ça c'est une erreur grave, d'emblée l'Union européenne a décidé de reconnaître l'Ukraine telle qu'elle était après la révolution de Maïdan, et de fait elle s'est interdite de poser le problème de la question du droit en Ukraine. Et ça c'est une erreur dramatique, ce qui pose aussi le problème du poids de certains pays au sein de l'Union européenne. Je n'arrive toujours pas à comprendre en termes politiques, bien sûr je peux comprendre en termes politiciens, mais pas en termes politiques, pourquoi la France et l'Allemagne ont accepté cela. Et là je pense que, d'une certaine manière, nous avons rendu un très mauvais service à la diplomatie européenne. Donc, à partir de là, évidemment, cette guerre civile a entraîné toute une série de conséquences. Elle a évidemment conduit à une intervention de la part de la Russie au profit des régions qui s'étaient soulevées. Mais, là encore, il ne faut jamais oublier que entre des gens qui habitent Rostov et des gens qui habitent Donetsk, ce sont les mêmes. Et très souvent, d'ailleurs, une personne qui habite Donetsk peut avoir une partie de sa famille dans l'oblast de Rostov en Russie. Il faut savoir que les populations sont extraordinairement mélangées dans cette région. Donc, il était évident que la Russie allait intervenir. Elle est intervenue, d'ailleurs, de manière prudente. Elle a refusé de reconnaître l'indépendance de la République de Donetsk, la DNR, ou de la République de Lugansk, la LNR, et elle refuse toujours de reconnaître leur indépendance. La position de la Russie est toujours de dire il s'agit de régions de l'Ukraine. Donc c'est un problème qui doit être géré au niveau de l'Ukraine. Et on a beaucoup parlé d'une intervention massive de l'armée russe, mais là, il est clair que si l'armée russe était massivement intervenue, elle serait à Kiev. Bon, disons les choses brutalement, mais comme elles sont, en réalité. Et donc aujourd'hui, ça pose la question de savoir comment l'Europe va-t-elle arriver à sortir, d'une certaine manière, de l'impasse dans laquelle elle s'est mise, parce que elle est aujourd'hui en contradiction avec les principes de droit qu'elle affirme, elle est en contradiction avec les principes politiques parce qu'il y a un gouvernement à Kiev dont une partie, pas la totalité, mais une partie de ce gouvernement est un gouvernement fasciste. Donc ça pose aussi un énorme problème. Et elle est dans une impasse parce qu'on a une situation militaire qui largement échappe à l'Union européenne et dans laquelle, évidemment, on voit les États-Unis se précipiter et commencer à dire qu'ils vont, d'une certaine manière, gouverner l'Ukraine. Je signale aujourd'hui que le ministère des Finances du gouvernement de Kiev, c'est un immeuble de 7 étages. Il y en a 3 qui sont occupés par des conseillers américains et dans lesquels les Ukrainiens n'ont pas le droit d'entrer. Voilà, c'est ça la situation à Kiev. Bien. Et donc, ça pose la question de savoir effectivement comment l'Union européenne
arrivera à sortir de cette impasse dont on voit bien qu'à court terme, elle provoque des désordres économiques extrêmement importants en Europe. À moyen et à long terme, le risque, c'est que la Russie finisse par se détacher de l'Europe et bascule complètement vers l'Asie. Alors, il y a de toutes les manières, il y aura un basculement vers la Chine et vers le Japon. Mais ça, si vous voulez, c'est un basculement normal. La Russie faisait l'écrasante majorité de son commerce jusqu'à il y a 4-5 ans avec l'Union européenne. Ce n'était pas sain. Tous les économistes le disaient. Il est tout à fait normal qu'elle diversifie d'une certaine manière le portefeuille de ses contacts économiques internationaux. Mais ce qui risque de se passer, c'est que si on continue dans cette logique, eh bien, elle va basculer, cette fois-ci complètement, du côté de l'Asie. Donc, il y a là, pour l'Europe, un véritable risque, et puis surtout, il y a un risque militaire, alors qui aujourd'hui semble être moins aigu qu'il y a 2 mois, parce que, pour la première fois depuis 2 à 3 semaines, il semble que le cessez-le-feu sur la ligne de séparation entre les forces insurgées et les forces de Kiev soit respecté. Il n'y a plus de bombardements, il n'y a plus de tirs de mortier, donc voilà. Il semble qu'on ait une situation un petit peu de calme. Mais malgré tout, on est dans une situation d'extrême tension militaire sur ce point. Et évidemment, quand vous avez des militaires américains qui interviennent comme conseillers, quand vous avez des militaires canadiens qui interviennent comme conseillers en Ukraine, vous avez toujours le risque que ces militaires arrivent au contact et au contact armé avec des militaires russes. Donc, il est urgent que nous arrivions à trouver une formule. Ça pourrait être les accords de Minsk, ou ça pourrait être une variante des accords de Minsk, qui nous permettent de sortir de cette impasse. Merci beaucoup, M. Sapir. Bien, alors les petits, ça parle de vous. Alors, juste une petite chose dans la présentation que vous avez faite de moi. Je tiens quand même au diplôme d'études supérieures de droit public que j'ai fait à Lyon, plus au DEA que j'ai fait ensuite à Assas. Et j'ai surtout passé 10 ans de ma vie à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, où je me suis éclaté comme un fou. Et donc, avec des grands professeurs comme Gilbert Guillaume, qui a été président de la Cour internationale de justice, donc le droit, je connais un peu. Alors, lorsque j'ai reçu de la part de ma voisine de droite ici, l'intitulé que je devais traiter ce soir, en compagnie de Jacques Sapir, que je salue et j'apprécie beaucoup ses analyses, Moyen-Orient, Ukraine, l'Union européenne a-t-elle une politique étrangère? Ah! Et lorsque j'ai cru que c'était une blague, voire une provocation. Voilà, c'était les deux en même temps. En effet, lorsque l'on parle de politique étrangère de l'Union européenne, et je vais quand même, bien sûr, compléter ce que vient de dire Jacques Sapir, et notamment sur les 2 crises que nous connaissons, c'est une sorte de long soupir qu'on pousse. Parce que vous savez que cette fameuse PEC, c'est-à-dire politique étrangère et de sécurité commune, a été introduite dans Maastricht en 1992. Alors, ça a été notamment repris dans le traité de Lisbonne, et dans le traité de Lisbonne, la PESC a été notamment complétée d'une manière progressive, dit le traité de Lisbonne, doit être complétée plutôt par une politique de défense commune. Alors les textes, il y en a. Il y en a pas mal. D'ailleurs, je vous invite à reprendre dans le TUE tout ce qu'il y a. Vous avez le préambule du TUE qui dit que résolu à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. Bien. L'article 15, le Conseil européen, la Commission européenne, les nominations d'un haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Très bien. Plus loin, à l'article 24, y compris, on dit qu'il y aura la compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère, ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune. On attend encore, en attendant Godot.
Et alors, bien sûr, on a mis en place un service diplomatique, un fromage de plus pour un certain nombre de hauts fonctionnaires, français compris. Et donc, il est dit que dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie pour un service européen par l'action extérieure. Et on a créé ce fameux service diplomatique qui, au passage, je vous le dis, est devenu une véritable machine à angliciser l'ensemble de l'Europe, ce qui n'est pas acceptable. Néanmoins, c'est là où vous allez me dire, service diplomatique, haut représentant pour la paix et de sécurité commune, donc les choses sont en train de bouger. Oui, mais, il y a toujours un oui, mais avec l'Europe. Car il y a un hic, et ce hic, c'est l'article 42 dont je vous recommande la lecture. Il est tout à fait exceptionnel. Il est dit d'abord, à l'article 42, qui est l'ex-17 TUE, la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Bien, mais il faut aller à l'article 42.7. Et là, on découvre des choses très intéressantes. Il est dit ceci, au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la Charte qui définit le droit de légitime défense individuelle ou collective. Alors vous allez me dire, mais ça c'est parfait. Mais on poursuit. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Et puis, on tombe à la ligne A2. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, écoutez bien, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. Fermez le banc. Eh bien, il n'y a plus d'Europe. C'est l'OTAN qui est en réalité la seule véritable organisation politique en matière de politique étrangère et de sécurité. C'est dit noir sur blanc dans le 42. Et puis, il y a effectivement une déclaration 14 qui a été annexée, qui vaut son pesant de ducat, que j'ai mise ici. Et ça, c'est le TUE, je vous recommande. Alors, quand on est à la direction des affaires étrangères et européennes, on ne peut pas vivre sans, parce que de temps en temps, il faut quand même regarder les textes au-delà des discours du ministre. C'est toujours intéressant d'entendre les ministres, mais les textes sont toujours aussi parlants. Et la déclaration 14 sur la politique étrangère de sécurité commune dit qu'en plus des règles, procédures spécifiques, l'article 24, etc., la conférence souligne que les dispositions portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités et les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà, en pleine schizophrénie. C'est ça le problème avec l'Europe. C'est que d'un côté, on claironne, n'est-ce pas, la PESC qui vient de la PESD, et puis de l'autre côté, on met des textes qui sont complètement ambivalents et qui fait qu'on se prend les pieds dans le tapis à longueur de temps et qu'en réalité, un certain nombre d'États disent « bon, ben ça va, bon, M. Juncker peut dire ça, M. Tusk peut dire ça, mais jusqu'à nouvel ordre, c'est nous les États qui véritablement continuons à mener la politique que nous entendons mener. » Donc il y a une très grande hypocrisie en matière de politique étrangère au niveau européen. Alors en réalité, mais c'est là où on est rattrapé, non pas par la patrouille, mais on est rattrapé par un certain nombre de problèmes qui se posent, c'est que l'Union européenne, vous le savez, dans le traité constitutionnel, c'était un État fédéral. Dans le traité de Lisbonne, même si je ne l'ai pas voté, il y a eu un repli stratégique, c'est que la personnalité juridique de l'organisation Union européenne est une personnalité fonctionnelle, c'est-à-dire celle d'une organisation et non pas celle d'un État. La compétence de la compétence, qui est le fondement même
de ce qui est, je dirais, l'action des États sur le plan international demeurent les États. C'est-à-dire que ce sont toujours les États qui aujourd'hui définissent ce qui peut être au niveau européen, même si la Commission, de temps en temps, va beaucoup plus loin de ce qu'elle devrait faire. Mais ça, c'est aux États à faire respecter ce qui doit être à la fois peut-être parfois les traités, mais aussi leurs compétences. Et donc, la politique étrangère de l'Union européenne, comme elle n'arrive pas à s'exprimer comme s'exprime la France au Conseil de sécurité, ou l'Allemagne ailleurs, ou l'Angleterre, etc., elle dérive de ses compétences communautaires un certain nombre, je dirais, de possibilités à émerger sur le plan international. C'est à travers la politique commerciale, les accords de libération du trafic aérien, les accords de coopération. Et c'est là où on retrouve l'approche à nouveau de l'Union européenne dans les deux crises qui vont nous permettre d'agir ce soir. Alors, c'est assez intéressant parce que, effectivement, lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques, on veillait très particulièrement à ce que, lorsqu'on prenait des sanctions au niveau international, ça ne soit pas l'Union européenne en tant que telle, mais les États. Les États, parce que c'est des sanctions, on est dans le droit international, et là, il y a eu une petite dérive. C'est ainsi que la décision du 9 mai 2011, qui est celle du Conseil de l'Union européenne, dit article 1er pour ce qui est de la Syrie. Je prends le cas de la Syrie, ensuite on parlera politique, mais là je cale ce qui doit être, je dirais, le cheminement institutionnel. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à la Syrie, État, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des droits d'armement et de matériel commun. Puis un article 2 qui n'est pas inintéressant, qui dit il est interdit également de fournir directement ou indirectement une aide technique des services de courtage ou services de rapport avec les articles visés au 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien, à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie aux fins d'une utilisation dans ce pays. Ah bon, ben c'est intéressant, parce que nous, Français, on a fait exactement le contraire. On a livré des armes, effectivement, à un certain nombre de mouvements qu'on a retrouvés ensuite. Regardez ce que mon collègue Marceau a excipé à la tribune de l'Assemblée nationale d'un FAMAS qu'on a retrouvé dans des Katibas qui est Al-Nosra lié à Al-Qaïda. Donc, là encore, on s'est mis en porte-à-faux total avec les décisions qui ont été prises et au passage d'ailleurs, parce qu'il faut être très prudent sur la Syrie. C'est pas bleu-blanc. Et si vous avez Internet, vous irez voir une étude du MIT qui est du 14 janvier 2014 et qui s'intitule « Implication possible sur des renseignements faux sur Damas sur l'utilisation des gaz ». Voilà. Et le MIT dit noir sur blanc que ça ne pouvait pas être le régime qui a utilisé les gaz. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je n'ai pas une certitude, je vous dis, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais il y a de plus en plus de gens qui pensent que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé comme on nous l'a dit. On reparlera ensuite de la position de la Syrie, si vous le voulez bien. Alors, effectivement, la Russie, et notamment les sanctions prises à l'encontre de Moscou, qui nous est revenu en boomerang. Effectivement, Jacques Sapir a raison, la crise aujourd'hui de l'agriculture est le résultat direct d'une faute géostratégique que nous avons faite vis-à-vis de la Russie. Et donc, effectivement, à ce qui a été dit, il y a un règlement qui est du 31 juillet 2014. C'est là où, parce que c'est du commerce, eh bien, on voit apparaître l'Union européenne, mais sur décision politique des États, et on va en dire un mot, qu'il y a lieu d'appliquer des restrictions à l'exportation de certains biens et technologies à double usage, etc. Et suit toute une liste sur la Russie. Alors hier, le secrétaire d'État au commerce Fekel, Mathias, nous a quand même donné quelques chiffres. Ça nous a quand même coûté en exportation vis-à-vis de la Russie, visiblement 220 millions d'euros. Ça a frappé directement les exportations, notamment qui sont tombées en matière agricole, qui sont passées de 1,26 à 0,64 en ce qui concerne les exportations françaises, c'est-à-dire c'est extrêmement sensible, cela va de soi. Mais en réalité, et là, c'est là où il y a problème, parce que tout à l'heure, Jacques Sapir faisait allusion à certains États qui avaient une autre histoire que la nôtre vis-à-vis de la Russie, etc. La Pologne, les États baltes, effectivement, lorsqu'on leur parle de la Russie, il y a un petit a priori, même une petite crainte
De là de voir dans Poutine le nouveau Staline, il ne faut quand même pas exagérer. Et ce qui s'est passé dans cette affaire d'exportation française, de décision française, eh bien, c'est qu'on a été suiviste. Et c'est là où il y a véritablement un problème majeur avec la soi-disant solidarité européenne, c'est que, et je peux vous dire que là, je ne vais pas dévoiler un secret, parce que Fabius lui-même nous disant en commission des affaires étrangères, on ne fera pas la guerre à la Russie pour la Crimée, c'est évident, mais c'est d'une évidence. Mais cela étant, on prend des sanctions. Et donc on suit le troupeau européen, et on se retrouve totalement en porte-à-faux. Vous avez d'ailleurs vu que le président de la République, quand vous regardez les déclarations du ministre des Affaires étrangères, du président de la République, mais surtout du ministre des Affaires étrangères, sur l'affaire de la livraison des Mistral, il commence à renvoyer dans ses buts les Américains en disant « nous savons, nous, ce qu'on doit faire avec nos propres produits, nos propres exportations ». D'ailleurs, il faut savoir que dans ce fameux règlement, il y a même quelque chose qui disait qu'en tout état de cause, voilà, les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août 2014, ce qui était le cas de la livraison des Mistral. Et donc, ils ne l'ont pas fait parce que quoi ? Eh bien, parce que par solidarité, entre guillemets, européenne, on a suivi le mouvement des États baltes, on a suivi le mouvement de la Pologne, et on s'est retrouvé coincé dans cette situation, contrairement à nos intérêts, et que nous risquons de le payer cher, comme ça vient d'être rappelé. Alors, il est clair que aujourd'hui, surtout au vu de ce qui se passe sur la scène internationale, et ce qui s'est passé à New York il y a encore 2 jours, hein, c'est qu'on voit bien que notre politique étrangère, c'est d'abord une affaire de volonté. Si par avance, on rejoint le troupeau des gens qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, eh bien, on est coincé. La politique étrangère, on en a les moyens, mais c'est une question aussi de stratégie, c'est une question de volonté, et c'est une question éminemment politique. En Syrie, on s'est mis dans une impasse totale, avec un discours qui est ahurissant. Le dernier discours de François Hollande, et je le regrette pour mon pays, parce que je suis aussi dans la vie civile, conseiller des affaires étrangères, même si ça fait un certain temps que je ne suis plus diplomate, même si je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Bon, mais ça c'est autre chose. Mon ministre disait toujours de moi, Miard, vous êtes un diplomate inquiétant. J'ai dit, c'est un compliment. Bon, ce qui est certain, c'est qu'en réalité, on s'est mis dans une impasse. Pourquoi ? Parce qu'on a fait prononcer au président de la République un discours où il n'a aucune possibilité de repli. Aucune possibilité de repli. Et il a dit des choses en disant « je veux pas Bachar, il peut pas partir, etc. » Le lendemain matin, Kerry rappelait qu'il fallait discuter avec Bachar. 2 jours avant, Miss Merkel disait la même chose, et Cameron également. Et donc la France est hors jeu par ces espèces de positions, de postures qui ont été prises, notamment sur cette affaire syrienne. Pour la Russie, c'est la même chose. Comme il est clair qu'on voit bien que la Russie, comme m'a dit Fabius, et comme il l'a dit aussi en commission des affaires étrangères, on ne fera pas la guerre pour la Crimée. Et d'ailleurs, quand le ministre nous a fait une sortie en disant qu'il ne fallait pas aller en Crimée, et je suis allé en Crimée, comme vous le savez, lorsque je l'ai revu l'autre jour, je lui ai dit « Mais monsieur le ministre, vous devriez quand même aller en Crimée, c'est un très beau pays. » Et il a fait une sale gueule. Bon, mais ce qui est certain, c'est que là encore, on s'est piégé en prenant des positions au nom de la solidarité européenne. Mais le drame des sanctions, en droit du moins, c'est qu'elles sont prises à l'unanimité, les fameux règlements dont je vous ai donné tout à l'heure la lecture, et que pour juridiquement sortir de ça, il faut trouver aussi l'unanimité. Donc on est pieds et mains liés avec un système où on a voulu montrer qu'on était plus européen que les Européens et qu'on se retrouve coincé, contraire à nos intérêts. Donc ce n'est pas acceptable, surtout à un moment où on voit bien que les choses sont en train d'évoluer. Jacques Sapir l'a dit, il y a eu une réunion il y a maintenant 10 jours à Berlin dans ce qu'on appelle la formation Normandie. La formation Normandie, c'est la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Et on voit bien que les choses sont en train d'évoluer parce que, comme l'a dit à juste titre Jacques Sapir, je peux vous dire que l'affaire de Maïdan, c'est pas bleu-blanc. Hein. C'est pas bleu-blanc, parce que comme je l'ai dit, on était ensemble sur un plateau de télévision, on avait un gars qui disait que c'était
c'était scandaleux, que les Russes allaient envahir ou des choses comme ça. Et j'ai dit, bien sûr, les Américains, s'ils n'y étaient pas, je veux bien me faire curer. Alors il y a une marge, hein, bon. Mais en réalité, on sait très bien qu'ils ont joué un drôle de jeu. Et aussi ont joué un drôle de jeu l'Union européenne en elle-même, à travers un certain nombre de députés européens qui sont allés faire les Mario la Maïdan et qui disaient la démocratie, alors qu'il y a un parti, on le sait très bien, Svoboda, qui est un parti nazi et rien d'autre. Donc on s'est mis véritablement, je dirais, par notre faiblesse idéologique. D'une part, Bachar est un salaud, donc on ne veut plus le voir, et d'autre part, sur l'affaire de la Russie, par suivisme européen. Et ça, c'est extrêmement grave, et il faut lutter contre ça. Alors, pourquoi en est-on là? Ben, c'est là où je vais vous inviter à lire un homme qui, et c'est pas moi qui le dis, qui est un vrai Européen, qui a cru et qui croit encore dans l'Europe, par rapport à ce que moi je ressens. Et j'ai toujours eu des échanges en commission des affaires européennes ou en commission des affaires étrangères très intéressants avec lui. Et la faute qui a été faite en réalité à l'Europe, c'est qu'on l'a conçue dès les années 60 comme un bloc. C'est-à-dire comme quelque chose qui écartait le bloc soviétique d'un côté et le bloc américain-atlantiste de l'autre. Et que les Européens devenaient un bloc. Ben, la réalité n'est pas là. C'est qu'il ne peut pas y avoir de bloc dans cette espèce de machin hétéroclite, surtout avec la Commission qui a une vision idéologique. Et donc, l'idée qui était sous-jacente, d'ailleurs très souvent en France, c'est l'Europe puissance. L'Europe puissance, c'est-à-dire qu'elle parle que d'une voix. Ben, tu parles, on l'a vu notamment ces dernières années. Chaque fois qu'il y a une crise, les Européens sont divisés. Pourquoi? Parce que leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Point barre. C'est aussi simple que ça. Et donc, l'Europe puissance est à mes yeux une utopie. C'est Jacques Mér qui dit ça? Non. Qui, selon vous, a dit cela en ces termes, peut-être un peu moins laconiques, mais sur le fond, c'est la même chose. Eh bien, le 7 juin 2000, voilà ce que dit cet homme. Enfin, les Français, mais plus uniquement eux, sont à présent favorables à une Europe puissance, ce qui implique des convergences déjà difficiles à faire à 15 et encore davantage dans une union élargie. 7 juin 2000. Le même homme, le 19 juin 2001, bon, la commission, j'y étais aussi à chaque fois, c'était dans la délégation des affaires européennes, oui c'est ça. Il y avait mon ami Barrot, qui est socialiste, qui était là. Quels sont les risques de cette approche? C'est demandé cet homme. Celui d'abord, c'est-à-dire de l'Europe puissance, de décevoir les joueurs de flûte qui imaginent que dans une Europe à 30, il serait possible de parvenir à une politique étrangère commune. Étrange. Et je continue. Le même homme, plus tard, 6 mars 2003, cet homme a estimé que les dispositions introduites par le traité de Maastricht relatives à la mise en œuvre d'une politique étrangère de sécurité commune étaient prématurées du fait de profondes différences entre les États membres liées à des pesanteurs historiques. Le même. Plus tard, 12 décembre 2010, où il répond à votre serviteur. Et je lui dis, vous êtes comme la chouette de Hegel, vous prenez votre envol le soir. Et il me dit, dans ma réponse, je vais la retrouver, et il me répond derrière, attendez, il faut que je retrouve la réponse, elle est juste un peu plus loin, la voici. Et il dit ceci, Monsieur Miard, pour vous rencontrer souvent, je connais votre point de vue, je vous remercie de reconnaître que je ne suis pas un utopiste européen, et que j'ai conservé, sans doute, grâce à mes origines corréziennes, une parcelle de réalisme. Comme vous le savez, non, vous vous trompez. Comme vous le savez, je suis favorable à une fédération d'États-nations et non à un État fédéral. Je suis convaincu, en effet, que les nations ont un avenir. Pour concilier les deux, il faut d'un côté instaurer un processus de décision au sommet plus efficace, etc. Et il poursuit. Qui est cet homme? Jacques Delors.
Jacques Delors, en effet, qui sait effectivement qu'en réalité, il n'y aura jamais de politique étrangère commune, pas plus que de défense, parce que l'OTAN a ramassé la mise avec le 42-7-2, et donc c'est ça les réalités, et c'est la raison pour laquelle, quand je vois que vous vous appelez critique de la raison européenne, ça me fait chaud au cœur, et je me dis que dans ce brave pays de Gaulois et de Gauloises, tout n'est pas perdu. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de laisser la parole au public, nous aimerions vous poser quelques questions. Allez, rafale. Et d'abord vous dire qu'en dépit de vos parcours très différents, on trouve une réelle cohérence à vos deux propos. On imaginait bien qu'avec les prises de position que vous avez dernièrement prises, et la cohérence qu'elles ont gardée d'ailleurs, on pourrait faire quelque chose sur la politique extérieure de l'Union européenne, s'il en est. Et donc, une de ces cohérences qui ressort de vos deux propos, c'est un exemple très saisissant qui est celui de l'influence américaine sur la politique extérieure de l'Union européenne. Et la question qu'on aimerait vous poser, donc je ne sais pas si un de vous veut répondre, ou vous deux peut-être, c'est si vous pensez que l'Union européenne peut sortir d'un bloc de cette mainmise, en quelque sorte, de la politique américaine, ou est-ce que vous croyez que le seul cadre dans lequel nous pourrions sortir de cette influence est celui de l'État-nation? Alors moi, j'ai commis un bouquin qui s'intitule « La nation du chaos », donc je ne vais pas vous raconter le plan, mais je vais vous dire une chose sur la politique américaine. La politique américaine, elle est redoutable parce qu'elle a investi dans les hommes en Europe. Et il y a un de mes copains qui avait fait, je dirais, le CV de tous les gens qui sont à Bruxelles. Vous vous apercevez qu'à Bruxelles, il y a énormément de gens qui sont passés aux États-Unis dans des stages payés par le département d'État et suivis par eux. Et ils savent faire. Et ils savent faire. Et je vais vous dire ce qui m'a foutu en pétard hier quand on a étudié, quand on a reçu en commission des affaires européennes et étrangères et économiques Matthias Feikel sur les négociations dans le traité. J'étais fou furieux, je lui ai dit mais vous êtes des amateurs, vous ne pouvez pas accepter ça. La commission, qui a un mandat de la part du Conseil, du ministre, et les Américains, ont décidé, tenez-vous bien, que les documents en cours de négociation, pour les consulter, pour les gouvernements, seraient soit à Bruxelles, dans une pièce sécurisée et blindée, soit dans les ambassades américaines en Europe. Mais j'ai dit, mais vous êtes complètement fous. Mais ça, c'est inadmissible. Qui est-ce qui donne les mandats? Donc vous voyez quelle est... Et ça, c'est la commission qui s'est arrogé ce droit à conclure cette espèce d'arrangement technique pour éviter les fuites avec les Américains. C'est complètement stupéfiant. Et ça vous donne le degré d'inféodation de la commission en tant que telle aux États-Unis d'Amérique. Alors ensuite, il y a un autre problème qui se pose, c'est que, bien sûr, cet accord, bon, il y a des problèmes d'arbitrage, moi j'ai signé tellement d'accords sur les nouveaux arbitrages, c'est pas certainement le problème, mais ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, qu'est-ce qui va se passer si les États fédérés aux États-Unis n'appliquent pas l'accord? Mais j'ai dit, mais c'est très simple, camarades. C'est une question de droit constitutionnel basique aux États-Unis, et ça s'appelle effectivement qu'il faut que ça soit un traité approuvé par le Sénat à une majorité qualifiée, sinon les États fédérés feront le bras d'honneur à Washington. Donc, mais ça, c'est pas encore élucidé. C'est dramatique. C'est-à-dire que vous avez effectivement à Bruxelles des gens qui, en grande partie, alors pour ce qui est de la défense, et ça c'est clair, net et précis, ils ont aliéné leur défense dans les mains des Américains. Totalement. Et c'est la raison pour laquelle j'étais vent debout contre le retour de la France dans l'OTAN. Heureusement, on n'est pas allé au comité nucléaire. Mais c'est la raison pour laquelle ces gens-là sont complètement inféodés aux Américains. Point barre. Il ne faut pas croire... Alors, les Anglais, c'est clair. Quand on connaît les... Parce que ce que vous n'avez pas dit, mais ici je dis, puisque c'est public, parce que je suis membre aussi de la délégation pour le renseignement. Et dans la délégation pour le renseignement, on sait très bien qu'avec les Anglais, notamment dans
CHQ, c'est-à-dire l'affaire d'échelon, etc., c'est un relais des écoutes américaines. Alors ça ne veut pas dire que les Américains, d'ailleurs, ne coopèrent pas avec nous. De temps en temps, ils nous ont donné des renseignements qui nous ont permis d'arrêter quelques fous dingues qui allaient commettre des attentats. Donc là, contact. Mais de ce côté-là, vous avez des partenaires européens qui ont aliéné leur défense et leur volonté totalement dans les mains des Américains. Si vous voulez, la question de l'influence américaine en Europe, bon, l'influence aujourd'hui est tout à fait évidente, mais je pense qu'il faut la voir à travers deux principes. Premier principe, il n'est pas naturel dans la culture politique américaine de s'intéresser à l'Europe. Ça peut nous sembler bizarre, mais quand vous regardez historiquement comment s'est constituée la culture politique américaine, vous voyez qu'il a fallu des débats extrêmement importants, menés grosso modo de 38-39 jusqu'en 47-48, pour que l'Europe, et d'abord l'Europe occidentale, mais après globalement l'Europe, devienne un point important dans la politique étrangère américaine. Et il y a toujours la possibilité de voir revenir l'isolationnisme qui est logiquement la position américaine, de voir revenir cet isolationnisme. Donc ça c'est un premier point, et il faut donc comprendre que très souvent, ce sont les Européens qui sont allés demander aux Américains d'être présents en Europe, parce qu'ils craignaient justement ce retour d'une politique isolationniste. Deuxième point, c'est que, vous savez, les États-Unis, on dit, il y a un mot très méchant qui dit ils seront passés du primitivisme à la décadence sans avoir connu l'âge classique. Bien. Mais fondamentalement, il faut comprendre que les États-Unis ont découvert qu'ils étaient la superpuissance à travers la Seconde Guerre mondiale, et en fait ils l'étaient déjà depuis la fin de la Première. Mais ils avaient refusé cette évidence. Et on le voit d'ailleurs dans toute une série de négociations, en particulier sur les négociations navales, où les Américains refusent d'assumer cette position largement dominante. Bon. Ils découvrent cela et ils y prennent goût. Mais ils y prennent goût au moment, fin des années 80 et début des années 90, où commence leur déclin. Autrement dit, ils n'ont jamais eu la période classique de la puissance dominante. Le fameux climax de la puissance britannique, qui va, grosso modo, de 1850 à 1910-1912. C'est là déjà où le problème de la domination britannique commence à se faire très largement sentir. Une manière très simple de le voir, c'est comment les États-Unis ont réussi à expulser les Britanniques de la question du percement du canal de Panama. Ils se sont réservés d'une certaine manière le contrôle sur cette opération. Bon. Et ça, ça montre déjà d'une certaine manière l'affaiblissement de la puissance britannique. Bon. Mais néanmoins, il y a eu la constitution à la fois des institutions, mais aussi d'une idéologie qui avait permis à la Grande-Bretagne de jouer ce rôle. Et ce que je constate, c'est que le moment où vous avez le développement à travers, en particulier, ce qu'on appelle l'idéologie des néoconservateurs, cette idée que les États-Unis sont la puissance choisie, alors par l'histoire ou par Dieu, pas le problème, mais la puissance choisie pour dominer le monde dans son plus grand bien, c'est le moment où les États-Unis ont de moins en moins les moyens de faire cela. Et il faut voir quand même qu'aujourd'hui, la puissance américaine, elle est très largement contestée, à la fois par le retour de la Russie, mais ça c'est assez secondaire, mais surtout par la montée de la Chine. Et ce qui inquiète beaucoup les Américains, c'est le couple russo-chinois. C'est ce qu'ils appellent, ils ont une expression pour ça. Ils appellent ça Dragon Bear, hein, l'ours dragon, ou le dragon ours. Bon. Mais ça
ça revient vraiment comme une très grande préoccupation de la part des dirigeants américains. Et donc, ils vont devenir de plus en plus agressifs parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur décadence. Les Britanniques ont su gérer l'affaiblissement progressif de la Grande-Bretagne et, d'une certaine manière, la contraction de la sphère d'influence britannique jusqu'à maintenant n'être qu'une petite puissance qui ne peut vivre qu'en symbiose avec la puissance américaine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Américains ne savent pas faire cela. Je voudrais ajouter une chose, parce que ce que vient de dire Jacques est très important. En réalité, c'est tout à fait vrai, et il y a un problème psychologique chez les Américains qui perdent le leadership. Toutes les 2 ans, ils font une étude du National Security Center qui montre qu'effectivement, ils vont perdre le leadership. Et c'est un vrai problème pour eux, parce qu'ils l'ont quand même eu un certain nombre d'années, à partir de 1920, voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder le monde, comment il fonctionne aujourd'hui. Il ne fonctionne pas en bloc. Nous sommes entrés de plein pied dans l'ère des puissances relatives. C'est-à-dire, et là, je vais citer quelqu'un qui est pour moi un Prussien américain, qui est Roosevelt, qui était le secrétaire d'État, vous le savez, de M. Bush, et qui a dit cette chose extraordinaire en disant dorénavant, il parlait de l'OTAN, mais il parlait de tas d'autres choses, c'est la mission qui commande la coalition. Et vous vous apercevez, d'ailleurs on revient à l'Europe, que sur un certain nombre de sujets, vous avez des Européens totalement en ordre dispersé par rapport aux problèmes traités. Le climat, les Européens étant plutôt ensemble. La Libye, l'Allemagne ne vient pas. L'Irak, la France fait un bras d'honneur à Bush parce que Chirac a quand même été légèrement perturbé quand Bush lui a dit « Dieu m'a dit d'aller flinguer ». Mais c'est authentique. C'est authentique. C'est authentique. God told me. Et c'est ça la réalité. Il faut savoir que dans la société américaine et chez les néoconservateurs, il y a cette dimension, notamment chez les évangélistes, qui pensent que le jour où effectivement le grand Israël prendra tout le Proche-Orient, Jésus-Christ reviendra sur la terre. Ces gens-là, mais ils le pensent. Ils le pensent. Et donc, il y a un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, le monde fonctionne dans des coalitions diverses et variées. Ce qui donne une chance, je le dis, à des puissances comme les nôtres, qui ne sommes plus une hyperpuissance, c'est évident, à pouvoir jouer un rôle car nous avons la capacité d'entraînement. Nous pouvons entraîner les autres. Et donc nous pouvons constituer des coalitions pour parfois bloquer les plus puissants. Alors ensuite, effectivement, on va voir ce qui se passe en Extrême-Orient avec les rivalités Inde et Chine. Ça, c'est encore une autre histoire. Si ça ne tape pas sur la figure, on peut en échapper. Allez-y. Monsieur le député, tant que vous êtes là, on va profiter de votre présence pour parler de la Syrie. Donc aujourd'hui, Moscou a commencé à frapper le territoire syrien pour porter secours à l'État syrien face à ses opposants. Et donc, après des années où les Occidentaux ont placé une confiance aveugle dans les rebelles et se sont acharnés à dire que le régime de Bachar al-Assad allait tomber, aujourd'hui on a le sentiment que même les Occidentaux, sauf la France, se rallient à la position russe qui était de dire qu'il faut faire dialoguer les rebelles modérés, les rebelles sains, avec le régime de Bachar al-Assad. Alors la question qu'on aimerait vous poser, c'est donc ce dialogue, en tout cas, il a l'air de s'imposer à tous. Mais qu'en est-il de l'avenir? Qu'en est-il du sort finalement du président syrien? Est-ce que pour vous, son départ du pouvoir, c'est une question qui se pose? Et est-ce que ce serait une condition pour le rétablissement de la paix ou une conséquence du rétablissement de la paix? Alors, on va parler franc parce qu'il faut savoir comment tout ça s'est passé. Parce que je vais essayer de faire très vite parce que... Bon. Alors, premièrement, personne n'a vu monter les soi-disant printemps arabes. Personne. Il y a eu, donc, le pauvre gars tunisien qui s'était fait brûler
dans le sud de la Tunisie, ça se passe en novembre. C'était pas le premier qui s'était immolé par le feu, il faut le savoir. Il y a en décembre, aux alentours du 20 décembre, au ministère à l'Assemblée nationale, un grand, je dirais, une grande conférence avec des experts de l'IRIS, de l'IFRI, des diplomates français, des présidents des commissions de la défense, de la commission des affaires étrangères, pas un mot sur ce qui était en train de se passer. Donc personne n'a vu le coup venir. Ensuite, ceux qui étaient les plus organisés, à savoir les frères musulmans, ont ramassé la mise, notamment en Tunisie. Et ensuite, il y a eu l'Égypte qui est tombée, où les Américains ont laissé tomber tel un fruit mûr, et ça laisse des traces au Maroc. Et ensuite, il y a eu, ça a commencé, comme on le sait, en Syrie. À Bahreïn, les Saoudiens ont réprimé et ont tout massacré. Voilà. Et il s'est passé une petite chose, c'est que ce qui s'est passé une fois qu'il y a eu de la répression du côté de la Syrie, vous avez donc Morsi qui est au pouvoir en Égypte, vous avez Ranouchi Ennahda qui est au pouvoir en Tunisie, et vous avez Erdogan, frère musulman, en Turquie. Donc il se dit, pour que je rétablisse, je dirais, l'influence ottomane, pour que je puisse aller jusqu'en Égypte, où j'ai les frères musulmans au pouvoir, qui étaient Morsi, j'ai le verrou qui s'appelle l'État syrien, soi-disant laïque et bassiste. Donc il est allé voir Bachar, et il a dit à Bachar, tu prends dans ton gouvernement des frères musulmans, sinon tu vas avoir des ennuis. Et ça, je peux vous dire, c'est le ministre des Affaires étrangères syrien qui me l'a raconté. Bien sûr, les Syriens ont dit pas question. Nous considérons que les frères musulmans sont des terroristes et nous ne mélangeons pas la religion avec l'action politique. Et donc, ils ont dit non, et l'autre lui a dit, bah, tu vas avoir des ennuis. Et là, vous avez entre en scène un certain nombre d'États qui ont un double jeu dans la région et qui alimentent à longueur de temps des soi-disant unités ASL, c'est-à-dire Armée syrienne de libération, contre Bachar, et on a envoyé des armes, même si ce gouvernement a mis un temps certain avant de le confesser. Et en réalité, ils étaient inopérationnels sur le plan militaire, et on nous a dit pendant 5 ans, Bachar va tomber à Noël, il n'est plus là, il en a pour 15 jours, etc. Et ça se révèle complètement faux. Mais en revanche, on voit apparaître à ce moment-là en Irak, parce que ça a commencé en 2006, et quand j'entends ce gouvernement dire que c'est Bachar qui a fait l'État islamique, c'est archi faux. Il y a une étude excellente de Brochant de l'IFRI qui dit « Au début était Paul Dromer ». C'est les fautes du proconsul américain qui a jeté les généraux bassistes et les officiers bassistes dans les mains des sunnites du Nord, les conneries de M. Maliki, chiite à Bagdad, qui a gouverné seul contre les sunnites. Troisièmement, l'Arabie saoudite, Qatar, qui ont déversé de l'argent pour armer tous ces gens-là. Et quatrièmement, ça c'est vrai, quand Bachar a vu que les Américains voulaient faire la peau, a lâché des prisons qu'il avait un certain nombre d'islamistes qui ont rejoint Daesh. Donc c'est, comme disait Mabsou, Antoine Mabsou, qui est un expert sur Proche-Orient, il dit, vous savez, Daesh, c'est une société par action où il y a pas mal de gens qui ont mis du fric. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'effectivement, il est toujours là. C'est vrai que l'armée syrienne est un peu, je dirais, à lutter pendant 5 ans en face de complètement fou. Qu'est-ce qu'il y a dans Daesh? Il y a 4 à 5 000 Saoudiens. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite est extrêmement fragile, il y a des nids de frelons partout. Vous avez ensuite, bien sûr, les fameux Tchétchènes, des talibans, des oiseaux de nos banlieues, hein, et vous avez aussi les tribus sunnites du nord de l'Irak, encadrés par des anciens officiers bassistes, qui ne sont pas plus, je dirais, croyants ou du bout des lèvres que moi je suis évêque, il y a une marge. Bon, donc il est clair que ces gens-là, alors pourquoi et Lavrov disant à notre ministre des Affaires étrangères, vous êtes complètement fou, vous allez voir ce qui va se passer derrière.
Parce que les Russes avaient l'affaire, connaissaient l'affaire des Tchétchènes et savent ce que c'est. Et aujourd'hui, le fait qu'ils commencent à la demande du gouvernement de Damas, à les taper, mais aussi à avoir livré un certain nombre d'armes, c'est parce qu'ils ont en face d'eux des Tchétchènes et ils doivent se dire, les Russes, mais je parle sous le contrôle de Jacques, je préfère avoir les Tchétchènes en Syrie et me les flinguer que de les retrouver ensuite en Russie. Donc c'est ça le problème. Donc on a, qu'on le veuille ou non, pour trouver une solution aujourd'hui, il n'y a pas de solution en dehors du fait qu'effectivement il faut traiter avec le régime actuel et ensuite on verra. Mais il y a une faute, moi je le dis à des diplomates américains quand je les ai reçus quand je suis rentré de Damas, j'ai dit mais est-ce que vous allez comprendre un jour que ce n'est plus vous qui choisissez les gouvernements? Ça c'est une faute, mais alors c'est le government change comme ils disent. On va changer ce gouvernement parce qu'il ne nous plaît pas, parce que c'est un rogue state, etc. Mais c'est une faute stratégique dans la mentalité américaine que de croire qu'on va continuer à changer les gouvernements comme on le faisait en envoyant une canonnière au XVIIIe siècle ou des choses comme ça, ou comme ils avaient fait notamment en Irak ou ailleurs. Donc on a affaire effectivement à un gouvernement qui existe, et je voudrais quand même dire une chose. Bachar, ce n'est pas le poussin du jour, ça c'est clair. Hein, il a du sang sur les mains, c'est non moins clair, mais il n'en demeure pas moins. Que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une allusion, moi, sur les armes chimiques, je suis très prudent, parce que je ne connais pas la vérité. Peut-être qu'un jour, elle le sortira. Mais surtout, j'ai vu Bachar avant les événements, et j'ai rencontré des religieux chrétiens avant les événements. Je me souviendrai toujours, c'était en 2010, d'avoir rencontré il y a énormément d'églises chrétiennes là-bas, etc., et qui me disaient, mais nous, on n'a aucun problème avec le régime. D'ailleurs, il y avait un dîner à la résidence où c'était le moufti qui avait commencé à donner la bénédiction et le chrétien qui avait terminé, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais après, les évêques gréco, chaldéens, etc., m'avaient pris à part et m'ont dit, nous sentons la montée de l'islamisme sans commune mesure. Et donc, ce mouvement était engagé, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les chrétiens de Syrie sont avec le régime. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut stabiliser, moi je ne suis pas le défenseur de Bachar, mais ce qui est certain, c'est que si on veut trouver une solution politique, à mon avis, ça passe par effectivement la mise hors la loi de Daesh, de l'État islamique, et puis ensuite on verra ce qui se passera en Syrie. À une condition, c'est qu'il y a un certain nombre d'États qui ont joué le double jeu dans la région, cessent ce double jeu, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, toute proportion gardée Israël, qui a laissé passer effectivement des armes pour Al-Nosra. Il y a eu d'ailleurs, vous avez vu dans la presse, c'est sorti, les Druzes qui étaient fous furieux contre justement des gens d'Al-Nosra qui avaient été soignés en Israël et repartis. Pourquoi? Parce qu'Israël ne souhaite pas avoir le Hezbollah sur le Golan. C'est leur grande crainte. Voilà. Donc maintenant qu'on a signé un accord qui va mettre du temps à se mettre en œuvre, hein, parce que c'est plein de verrous, l'accord avec l'Iran, je pense qu'on a une bonne chance, si on a toute la communauté, s'il y en a qui deviennent un peu sérieux, qui se disent l'ennemi véritablement premier pour l'humanité, c'est l'État islamique, à ce moment-là, et qu'il est éliminé, on a une bonne chance à ce moment-là de retrouver, je dirais, une sorte de solution, mais ça va être difficile, parce que maintenant se pose la question kurde. Les Turcs ont joué les apprentis sorciers, et ils sont en quasi-guerre civile maintenant avec les Kurdes. Donc, et là, ça va être extrêmement difficile. Les Iraniens regardent ça véritablement avec une grande prudence. Moi, je leur ai toujours dit aux Iraniens, j'ai fait une mission en Iran récemment, en disant que, bien évidemment, s'il y avait encore un conflit avec les Kurdes, compte tenu de ce qui se passait, là, on est parti pour la gloire. Et jamais oublier que la guerre au Liban, elle n'a pas duré 5 ans. Elle a duré 10 ans. Donc, c'est pas gagné d'avance. Et on a peut-être une chance, s'il y a un peu plus de responsabilité, qu'on y arrive. Ce n'est pas en ayant des postures, et ça je le dis, je regrette profondément que notre pays ait pris les postures qu'il a prises. Nous sommes devenus hors jeu au Proche-Orient, et nous avons tout misé sur l'Arabie Saoudite, qui pour moi est un État hyper fragilisé, avec des nids de frelons partout, et qui peut tomber demain matin. Voilà. Donc, c'est pas la politique du chéquier, il y a des limites. Il faut quand même regarder plus loin. Il n'y a pas de solution, à mon avis, au Proche et au Moyen-Orient, sans qu'on
pousse à revenir l'Iran dans le jeu et que ça se stabilise. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je ne suis pas Madame Soleil, et peut-être que ce que je vous ai dit ce soir ne passera jamais. Merci encore pour vos interventions à tous deux. Et avant de vous laisser la parole, il nous reste 20 minutes pour vos questions. J'aimerais dire 3 petites choses. D'abord, féliciter notre nouveau président de l'association, Nicolas Pouvreau. Féliciter Alexandre Loubet pour son élection à la présidence de 2024. Et enfin, Paul Jorkinden, qui est secrétaire national du MRC, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je laisse la parole, on a 20 minutes je crois parce que M. Millard doit être moi je pars dans 5 minutes, 5, 7, 8 minutes, mais allez-y. Alors priorité aux questions à M. Millard. Ah oui, mais attendez, j'ai parlé quand j'ai soliloqué déjà. Là. Vous pouvez me partager Oui. Vous me dites si c'est mieux que j'aime. Quand tu fais ce que tu veux. Mais vous parlez fort. Parle fort, ouais. Bon, vous dites la vérité et toute la vérité et vous le dites bien, merci. Mais, monsieur le député, que faites-vous encore chez les Républicains aux côtés de quelqu'un comme monsieur Lamassoure? Des articles de traité jusqu'à l'influence américaine, en passant par la référence à la chouette de Minerve, vous auriez pu la trouver sur le site de l'UPR. Alors je vais vous dire, la faute en politique quand vous êtes engagé comme moi, c'est que faut faire très attention. Je suis accepté tel que je suis et respecté par tous les chefs que j'ai eus. Ils s'en méfient même un peu. Bon, pour ça je me vante. Ce qui est certain, c'est que je suis dans une famille politique et que j'essaie. Prenez Nicolas Dupont-Aignan. Il a choisi, j'ai fondé avec lui Debout la République. Il a choisi de prendre un chemin un peu parallèle, qu'il a réussi jusqu'à présent. Simplement, il fait 3-4 et puis ça ne va pas plus loin. Et donc, il a un risque de se faire marginaliser. Je lui ai dit, tu as un risque de te faire marginaliser. J'ai failli me faire marginaliser une fois et j'ai compris. Il vaut mieux rester dans la famille et essayer de faire bouger les lignes à l'intérieur. Les lignes bougent. Parce que aujourd'hui, alors Lamassoure, il n'a pas eu ma voix. Ça c'est clair, net et précis. Et je lui ai déjà dit à plusieurs reprises, très intelligent, mais je lui ai dit, toi, ça passe pas. Ce que tu nous dis, ça passe pas et c'est voué à l'échec. Bon. Mais ce qui est certain, c'est que je suis dans une famille politique et j'entends y rester pour essayer de faire bouger les lignes, et elles bougent. Et elles bougent. On est quand même un certain nombre de députés à commencer à ouvrir les yeux, et quand je prends la parole effectivement au sein de mon groupe, je rappelle ce que c'est. Avec Jacques Sapir, on mène un combat sur cette monnaie unique. J'ai dit à Nicolas Sarkozy, j'ai passé 20 minutes un jour avec en tête à tête, c'était à l'Élysée, je lui ai dit, Nicolas, il faut que tu te colles dans la tête que l'euro, il est mort. Que la zone euro est morte. Il m'a écouté. Bon, ensuite, il dit le contraire. Je m'en fous. Le problème, c'est qu'on s'aime. Et ce qu'il faut éviter en politique, c'est de se marginaliser. Vous savez, je crois qu'ici, il y a un certain nombre d'amis royalistes. Le problème des royalistes, c'est qu'ils ne comptent plus sur l'échiquier politique. C'est qu'il faut... On est dans des partis qui n'ont malheureusement plus de projets, c'est ce que je réclame pour chez nous, mais ce qui est certain, c'est que c'est extrêmement lourd à faire bouger. Vous ne faites pas bouger les lignes en l'espace. On est dans le temps long. On est dans le temps long. Et ce temps long, ça va durer encore un certain temps avant que tout d'un coup... Mais je suis convaincu que pour ce qui est des affaires européennes, etc., nous sommes dans une crise qui va durer 10 ans et qui ensuite, il va y avoir... Ça va casser. Ça va peut-être même casser plus tôt. Parce que ce qui s'est passé avec les migrants, avec Merkel, etc., ce qui s'est passé avec la Grèce et qui va se repasser dans quelques mois, ça va sans doute gripper plus rapidement que prévu. L'URSS a mis 70 ans à mourir. 70 ans. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans les temps longs. Et mon action personnellement, c'est effectivement d'avoir... J'ai jamais changé de ligne. Jamais changé de ligne. Je l'ai toujours dit. Le premier rapport que j'ai fait à la Commission des Affaires étrangères sur l'inéquation de la zone euro en 1995.
1995. Et j'ai travaillé avec Jean-Claude Trichet comme conseiller juridique auprès de lui. Je lui ai dit, Jean-Claude, ta monnaie unique est parfaite pour un monde parfait qui n'existe pas. Terminé. Bon, donc le problème est là, donc il faut agir. Alors, ne me parlez pas de Lamassoure, je le connais bien, on s'engueule à chaque fois, il est très intelligent, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Merci. Une autre question? Ouais. Quelle place tient la Grèce justement dans tous ces conflits géostratégiques, parce qu'elle est un peu à la croisée des chemins, et à la fois elle est dans l'OTAN, mais elle a aussi des liens historiques avec la Russie, et en même temps elle a des dépenses militaires presque faramineuses, et c'est un des pays en première ligne par rapport à la crise des réfugiés qui vient directement de ce qui se passe en Syrie. Donc voilà. Si vous voulez, le problème de la Grèce, il est dans sa géographie. La Grèce, il y a à la fois la Grèce continentale et l'archipel. Cet archipel est une énorme vulnérabilité vis-à-vis de la Turquie, un pays par rapport auquel les Grecs sont très méfiants. Et ils ont des raisons, si vous voulez. Ils se rappellent quand même, 1974, l'opération Attila du gouvernement turc sur Chypre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ils maintiennent des dépenses militaires à un niveau qui peut nous sembler excessif, mais qui n'est pas du tout excessif de leur point de vue. Donc ça, si vous voulez, c'est déjà un point. Et le deuxième point, c'est que la Grèce, il faut comprendre que c'est un pays qui n'est pas achevé. Et ça, c'est un point extrêmement important. L'État grec n'a jamais été achevé. Si vous voulez, l'État grec a été créé, d'ailleurs avec une très forte dominante des puissances européennes en 1829. Il garde de cet inachèvement le fait qu'une partie de l'élite grecque ne fait pas confiance dans son État. Le fait qu'une grosse partie de l'élite grecque est une élite diasporique, et donc maintient des intérêts, en particulier en Angleterre, aux États-Unis, bon, etc. Et de cet inachèvement de l'État grec, vous avez à la fois la nécessité de réformes. C'était ce qu'avait commencé à faire Syriza. Bon, je pense que maintenant ils vont être bloqués. Bon. Mais il y a à l'évidence une nécessité de réforme. Mais il y a aussi un problème évident, c'est que la Grèce a besoin de l'appui des États-Unis. Et d'une certaine manière, c'est vrai de l'extrême gauche à l'extrême droite. Les Grecs se disent nous ne pouvons pas être hors de l'Europe et nous ne pouvons pas être dans un conflit avec les États-Unis. Alors après, ils vont chercher, bien entendu, d'autres alliés, et la Russie est un allié historique. Et il faut savoir que la flotte russe maintenait une escadre dans la Méditerranée orientale dans les années 1790-1800. Hein. Et où était le port de cette escadre russe? Eh bien, c'était en Crète, qui à l'époque était évidemment sous contrôle ottoman, et c'était à Athènes, là aussi sous contrôle ottoman. Donc, il y a d'une certaine manière un poids de l'histoire qui est très important. Mais, fondamentalement, les Grecs ne sont pas prêts à basculer, parce qu'ils comprennent très bien que la Russie ne peut pas leur offrir le degré de protection que leur donne à la fois la présence dans l'Union européenne et l'appui des États-Unis. Et ça, si vous voulez, c'est un problème majeur. Et quand vous parlez avec des dirigeants grecs, que ce soit des gens de la Nouvelle Démocratie, ou des gens de Syriza, ou même des gens du PASOK, c'est la première chose qu'ils vous disent. Ils vous disent, notre problème, il s'appelle Chypre 1974. Et là, on voit immédiatement comment se constitue la question. D'ailleurs, c'est ce que les Russes ont compris. Et qu'est-ce que les Russes ont dit à Tsipras? Ils ont dit, si vous sortez de vous-même de la zone euro, on est prêt à vous aider. Mais on ne vous aidera pas tant que vous serez dans la zone euro, parce que ça serait perçu, en particulier par l'Allemagne, comme une forme d'ingérence de la Russie dans les affaires de l'Union européenne. Je vais vous raconter une histoire et je vais être obligé de partir. On avait un ambassadeur à Athènes, 79-80, avant que la Grèce n'entre, il s'appelait Follin. Il télégraphiait au département en disant « c'est impossible, la Grèce ne peut pas rentrer dans l'Europe,
elle est complètement, il n'y a pas d'administration fiscale, il y a de la fraude et tout est quanti. Et il dit, c'est pas la peine, c'est voué à l'échec, etc. Il se fait convoquer à l'Élysée, c'était encore Giscard qui y était. Monsieur l'ambassadeur, alors expliquez-vous, monsieur le président, c'est très simple, la Grèce ne peut pas rentrer dans l'Union européenne, elle n'est pas au niveau, elle n'a pas d'administration, il y a la corruption et tout dit quanti, etc. Alors là, Giscard l'écoute, il dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez raison, mais on ne fait pas jouer Socrate en deuxième division. Désolé, mais il faut que j'aille... De temps en temps, vous connaissez la formule du Quai d'Orsay, 20% de savoir-faire et 80% de faire savoir. Non, je vais sur un plateau de télévision. Bonne soirée. Une autre question? Oui. Oui, tout à l'heure, vous parliez de cette décadence des Américains qui pouvaient les amener à devenir de plus en plus agressifs, en fait. Et je lisais tout à l'heure dans le Nouvel Observateur, qui est un journal plutôt impartial en termes de questions internationales, n'est-ce pas, que deux facteurs pouvaient aujourd'hui nous amener à penser que nous étions au seuil d'une troisième guerre mondiale, à savoir l'engagement de la Russie en Syrie et les difficultés actuelles entre l'Iran et l'Arabie Saoudite en ce qui concerne la rébellion au Yémen. Alors, que pensez-vous de ce type de déclaration plutôt alarmiste? Si vous voulez, ça confirme mon opinion sur les journalistes du Nouvel Observateur, qui ne valent même pas le 10e du salaire qu'ils perçoivent. Bien. Sur la question de l'intervention russe en Syrie. Alors, donc je rappelle que cette intervention se fait dans un cadre légal du point de vue de la Russie, puisque Vladimir Poutine a obtenu, à l'unanimité d'ailleurs, l'appui du Sénat de Russie, enfin de ce qu'on appelle le Conseil de fédération, pour cet engagement. Il est le seul dirigeant à avoir demandé un vote. La France n'a pas demandé de vote. La Grande-Bretagne n'a pas demandé de vote. Les États-Unis interviennent sans que le Congrès ait été consulté. Passons. Et par ailleurs, cette intervention fait suite à une demande explicite de l'État syrien. Autrement dit, il y a un document qui est entre les mains du gouvernement russe, dans lequel le gouvernement syrien demande explicitement aide et assistance au gouvernement russe. Donc voilà, c'est quand même un cadre assez particulier. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, les Russes jouent la carte d'un respect pointilleux des règles du droit international et des règles des Nations Unies. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intervention russe en Syrie? Pour l'instant, c'est une intervention aérienne. C'est une intervention qui est à un niveau nettement plus élevé que l'intervention française. La France dispose de 12 avions, 6 Rafales qui sont dans le Golfe et 6 Mirage 2000 qui opèrent depuis la Jordanie. Les Russes ont déployé 28 avions, dont 22 chargés de faire des frappes au sol. Les 6 autres sont chargés de la police du ciel. Combien y avait-il d'avions déployés par les États-Unis lors de l'intervention en Irak en 2003? Bien. Donc on voit qu'on n'est pas du tout au même niveau de conflit. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, oui, il y a de fait une guerre par personne interposée entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au Yémen. Une guerre, d'ailleurs, dans laquelle l'Arabie Saoudite, à laquelle nous sommes liés par des accords de défense, et les États du Golfe, le Conseil des États du Golfe, avec lequel nous sommes liés aussi par des accords de défense, semble avoir commis toute une série de crimes de guerre, et en particulier de bombardements indiscriminés de la population civile. Et c'est une guerre régionale. Donc, parler de risque de troisième guerre mondiale, ça n'a pas de sens. Ou plutôt si, ça en a un, consiste à dire « Ah là là, les Russes arrivent, il y a un risque de guerre mondiale. » C'est stupide.
c'est stupide et ça ne résiste pas à une analyse un petit peu réaliste du rapport des forces. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout d'un coup, le Nouvel Observateur, journal pour lequel vous avez compris, j'ai pas beaucoup d'estime, le Nouvel Observateur sort ce canard au sens journalistique de ce qu'est un canard, hein, vous savez, juste au moment où la France s'est isolée, comme l'a dit Jacques Miard, et où en fait on voit bien que l'une des personnes qui ont les cartes en main n'est pas le seul, mais il est l'une des personnes qui ont les cartes en main sur le dossier syrien, c'est Vladimir Poutine. Donc en fait, cet article nous en dit beaucoup plus sur la haine obsessionnelle du Nouvel Observateur par rapport à Vladimir Poutine que sur la situation réelle. Merci. Une autre question? Oui, Anne. Sur l'influence américaine sur la politique européenne, est-ce que vous pensez que sur un groupement plus petit d'États, c'est possible d'avoir une politique européenne indépendante, ou qu'il faut carrément sortir de l'OTAN et de l'Union européenne pour avoir une vraie politique indépendante? Si vous voulez, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle la politique européenne. Il est possible, par exemple sur des questions qui sont importantes, hein, comme les questions climatiques, d'arriver à un accord entre les 28 pays de l'Union européenne. Pourquoi s'en priver? Si l'Union européenne peut parler d'une seule voix sur ce domaine-là, ça vaut le coup. Après, quand on regarde des autres éléments de politique, que ce soit des éléments de politique commerciale ou des éléments de politique de sécurité et de défense, ben, il est très clair qu'il y a des intérêts divergents et que certains pays peuvent avoir des intérêts communs et d'autres pays auront d'autres intérêts. Donc là, il vaudrait beaucoup mieux, et c'est ce qu'a dit Jacques Miard, il vaudrait beaucoup mieux que l'on reprenne d'une certaine manière notre indépendance, quitte à s'allier avec un certain nombre de pays. Si on prend par exemple la question du contrôle de la Méditerranée, bon, chose importante, en particulier avec la question des réfugiés actuellement, on voit que là, nous avons une façade maritime, l'Italie a une façade maritime, l'Espagne a une façade maritime, nous avons vocation à développer une politique commune. Est-ce que l'Allemagne a le même intérêt que nous? C'est extrêmement douteux. Est-ce que la Grande-Bretagne, qui a, depuis 25 ans, dit qu'elle n'avait plus de responsabilité à l'est de Gibraltar? Vous savez, je reprends la question du repli britannique, il a été très bien géré, mais il est impressionnant. Les Britanniques, en 1945-46, maintiennent l'idée qu'ils ont des responsabilités à l'est de Singapour. L'est de Singapour. En 1954-1955, ils disent à ces pays, vous allez vous débrouiller tout seuls. Nous avons grosso modo résolu la question de l'insurrection communiste en Malaisie, mais nous n'irons pas plus loin. Et désormais, pour nous, les intérêts, c'est le canal de Suez. Donc, déplacement de Singapour vers le canal de Suez. Dans les années 60, ils disent pas d'engagement à l'est du canal. Donc, uniquement la Méditerranée. Et, fin des années 80, ils disent pas d'engagement à l'est de Gibraltar. Voilà, c'est ça la réalité, si vous voulez. Et donc, il faut le savoir. Bon. Alors, après, on peut avoir sur toute une série de dossiers, effectivement, des coalitions qui ne seront pas des coalitions européennes, mais qui seront des coalitions de pays européens. Et je pense que c'est vers cela que l'on va arriver. Vous avez un point qui est très intéressant, c'est la relative inaction de l'Union européenne quant aux opérations menées par la France au Mali, et puis au Niger, avant, etc. Et, alors oui, l'Allemagne a dit,
on va contribuer. Nous allons envoyer un avion hôpital. Bon, d'accord. La Belgique a dit, nous allons contribuer. Ils ont envoyé 200 hommes. C'est pas rien, si vous voulez, à l'échelle de la Belgique. Attendez, c'est quand même un niveau d'engagement qui est relativement important, hein, pour un petit pays comme la Belgique. Bon. Mais fondamentalement, vous avez eu un discours français qui était assez cohérent, qui consistait à dire, au Mali, et grosso modo dans le Sud Sahel, nous défendons les intérêts des pays européens. Et au niveau du Parlement européen, il n'y a eu aucune réponse. D'ailleurs, il y a un député européen avec lequel j'ai d'énormes divergences, mais qui, sur ce point, a dit les choses. C'est Daniel Cohn-Bendit. Et il a dit, début 2013, que c'était un scandale que le Parlement européen ne soutienne pas l'action de la France et que le Parlement européen ne vote pas des subsides à la France pour les responsabilités politiques et militaires qu'elle prenait au Mali. Donc, d'une certaine manière, Daniel Cohn-Bendit, qui prône un fédéralisme européen, avec lequel on peut être très... mais il est au moins cohérent là-dessus. Et il dit, les intérêts de l'Europe, fédération en devenir, sont engagés au Mali, c'est la France qui prend la responsabilité d'y intervenir, elle doit avoir au moins un soutien économique et un soutien financier. Là-dessus, il n'a pas été du tout écouté. Ce qui d'ailleurs en dit long sur le comportement de toute une série de délégations et de représentants en Europe et au Parlement européen, qui sont les premiers à vouloir parler du fédéralisme européen, mais quand il s'agit de rentrer dans la réalité des choses, sont les derniers à se manifester. Donc, je pense qu'on ira beaucoup plus sur des actions militaires qui sont des actions militaires ponctuelles, dans lesquelles il peut y avoir des alliances à géométrie variable, mais il n'y aura pas de grande alliance au niveau de l'Union européenne, sauf sur un point où là, visiblement, il y a la possibilité d'avoir un accord, c'est justement la question du climat. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant que nous nous fassions renvoyer par les appariteurs. Pas une question courte peut-être. Oui, oui. Bilan, vous faites pour qui voter en 2017? Non mais attendez, vous comprenez que votre question n'a pas de sens. C'est pas l'intérêt qu'on ait fait les Merci Corentin. Quel bilan vous faites de l'action du ministère de Laurent Fabius en Afrique? Quand on voit que la guerre au Mali, on a eu une intervention militaire. Aujourd'hui, il s'éloigne de la Russie, que l'Angleterre s'éloigne de nous, sans qui nous avons placé la prévention. Je pense que Laurent Fabius aura été, et je le dis si vous voulez, malgré moi, c'est-à-dire parce que Laurent Fabius est un homme extrêmement intelligent, avec qui j'ai eu des discussions, et c'est quelqu'un qui comprend toute une série de choses, mais il aurait été l'un des pires ministres des Affaires étrangères que la France ait connu depuis des années. Si vous voulez, la politique qu'il conduit, ou qu'il cherche à conduire d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des conflits assez importants entre la politique de l'Élysée et le Quai d'Orsay, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors par ailleurs, vous avez le problème des interventions françaises, mais ces interventions françaises, on est aujourd'hui au-delà de la limite de nos capacités dans des interventions dans des pays du Sud Sahel. Si vous voulez, ça tient encore à peu de choses près la route en ce qui concerne le Mali et le Niger, mais en Centrafrique, absolument plus. Absolument plus. Donc, il y a un véritable problème. Parce que, à quoi ça rime d'envoyer des soldats prendre des positions quand on n'est pas capable d'accompagner ça par une aide économique qui nous permet à ce moment-là d'être un acteur réel
pour imposer, ou pour, disons, imposer en termes d'ordre du jour aux différentes forces qui sont présentes, l'idée que, ben voilà, il va falloir négocier, il va falloir que vous arriviez à trouver un accord, et que nous, Français, on est prêts à défendre cet accord, mais c'est à vous, d'abord, de passer cet accord. La politique de Laurent Fabius, elle est désastreuse au Moyen-Orient, nous l'avons vu. Elle est, de fait, par son inaction, elle aboutit aussi à un désastre en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Bon, le seul coin du monde où il n'ait pas eu d'activité désastreuse, c'est grosso modo l'Océanie, parce que nous n'avons plus de politique en Océanie depuis maintenant 10 ans. Merci beaucoup.